Au lendemain de l'annonce par la Grande-Bretagne de sa volonté de retirer de façon anticipée ses 300 soldats déployés au Mali en appui à la MINUSMA, c'est la décision de la Côte d'Ivoire qui est rendue publique. Dans un courrier adressé le 11 novembre au bureau du secrétaire général adjoint aux opérations de paix, la mission permanente ivoirienne auprès des Nations Unies confirme la décision de retrait progressif des personnels militaires et de police ivoiriens déployés au sein de la MINUSMA. Êtes-vous surpris par cette annonce? Bamako devrait-il s'en inquiéter? Le Mali peut-il faire face aux terroristes sans l'appui de ses pays partenaires? En tout cas, c'est autant de questions qui trouveront réponse dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde, bienvenue mesdames et messieurs à cette édition du point sur l'actualité sur les antennes de Foyo Média Africa, 96.3 FM pour ceux qui nous suivent en radio, Facebook et YouTube également, vous nous retrouverez de ce côté-là pour les internautes et naturellement, Eutelsat et Amos vous accueille si vous êtes sur satellite et vous avez téléchargé l'application Foyo sur Play Store, tout ceci nous honore. MINUSMA, la Côte d'Ivoire annonce le retrait de ses troupes. Quel impact sur le maintien de la paix au Mali? C'est la grande question que l'on se pose ce soir. Et pour en parler, notre consultant permanent est avec nous. Et en face, on aura le général Issa Diawara dans quelques secondes. Joe Batendiene, bonsoir cher consultant permanent. Bonsoir Bachir Mohamed Ladan, comme aime le dire Abou d'Angleterre, le plus grand journaliste d'Afrique. Abou que nous saluons d'ailleurs, on le retrouvera certainement. Et notre frère Delphin Mouimpondo que nous n'écoutons plus depuis, Madame Yao, Madame Sissé, tous les téléspectateurs. Je sais que notre frère Ousmane Tamou va se fâcher. Oui, voilà, mais bon, vous l'avez déjà salué. Madame Tanga va se fâcher. Ils sont là. Madame Karine Laurine Bikoko, tout, ils sont là. Georges Bertrand Bella qui nous suit également gratuite. Voilà, ils sont très nombreux. Le Congolais, monsieur, j'oublie son nom. On retrouvera son nom tout à l'heure, dans tous les cas. Il ne faut pas qu'il se sente lésé parce qu'il est, j'aime particulièrement ses commentaires, il est parfois très alerte. Tous ceux que nous n'avons pas cités, tous les téléspectateurs, bonsoir. Nous saluons notre éminent copanéliste, mon frère, mon frère particulier, le général Issa Diawara, depuis Kati. Il est souvent à Kati. Oui, c'est Kati. Oui, depuis Kati. Bonsoir à tout le personnel Foyo Média, les techniciens particulièrement, les autorités du Cameroun, les forces de sécurité et de défense et aussi toutes les forces de sécurité dans le monde. Surtout en Afrique, qui se battent contre l'injustice. Nous voyons ainsi tous nos frères au Burkina, au Mali, en RDC et partout ailleurs qui payent de leur vie pour que nos pays puissent retrouver la paix, pour que nous, citoyens civils, nous puissions continuer à vaquer à nos occupations. Sur ce, nous avons ce coup de cœur régulier depuis déjà plus de 2 mois contre la junte au pouvoir en Côte d'Ivoire qui a embastillé notre sœur Edith Buchéri-Ballet. Nous demandons sa libération inconditionnelle et sans délai. Notre sœur et notre mère, notre femme, Edith Buchéri-Ballet, cette Amazone, est innocente. Elle n'est pas l'auteur de mercenariat d'État orchestré en Côte d'Ivoire. Elle est plutôt la solution qui a voulu se prêter. Et nous reconnaissons son combat, nous lui disons, grande sœur, maman, chérie Coco, tu es une héroïne, sois forte, courage depuis la Maca, courage, tu as toute l'Afrique avec toi, nous sommes tous avec toi et nous te disons, bientôt tu seras libre comme ton pays
à Côte d'Ivoire, notre pays également. Merci Jonathan Batengene. Courage à Pulchéri Ballet du côté de la Maca, à la maison d'arrêt de correction à Abidjan. Eh bien, nous parlerons d'Abidjan certainement, mais accueillons notre invité qui est d'ailleurs très connu sur les différentes antennes panafricanistes. C'est bien sûr le général Issa Diawara qui est avec nous en duplex de Kati. Bonsoir, général Issa Diawara. Oui, bonsoir à vous, mon frère Bachir. Bonsoir à vous, surtout mon ami au plateau là-bas. Voilà. C'est mon frère du Cameroun, Jonathan Batengene. Je salue évidemment tout le Cameroun, en tout cas pour votre effort en matière de communication dans ce combat du panafricanisme, bien sûr, pour nous libérer de ces vautours et de tous ces gens-là, de tous nos agresseurs. Et nous saluons particulièrement tous ceux qui sont en train de nous suivre. Nous savons qu'ils sont tellement nombreux. Donc nous leur disons merci, merci pour le soutien. Merci pour la confiance et même vos partenaires qui vous accompagnent, grâce à qui ces émissions sont possibles. Et généralement, ce sont des gens qu'on ne voit pas beaucoup, mais nous leur disons merci. Ils ont notre remerciement depuis le Mali et nous souhaitons qu'il y ait d'autres partenaires encore africains qui puissent accompagner ce combat de libération de l'Afrique. Parce que ce n'est pas un combat que nous en avons pour quelques mois. C'est un combat que nous en avons encore dans la durée. Et je pense que nous devons bien serrer la ceinture. Les vols est partir en tout cas pour la durée. Je vous remercie pour l'invitation. Allez, merci cher Diawara. Je reste avec vous puisque nous parlons du Mali. Votre pays, et c'est de là-bas d'ailleurs que vous intervenez, le Mali qui a appris comme nous autres la décision du retrait des troupes ivoiriennes de la MINUSMA, la mission de maintien de la paix des Nations Unies, de ce côté-là. Comment est-ce que vous réagissez à cette nouvelle, cher Diawara? D'abord, au niveau, si vous prenez au niveau de la masse populaire, au niveau du peuple, quand vous observez, si vous écoutez attentivement les radios, les canaux de communication, même les canaux traditionnels, même si vous nous analysez un peu les différents débats, les différentes plateformes que nous avons, les web TV, les réseaux sociaux et autres, en réalité, les gens n'en parlent pas au Mali. C'est presque un non-événement. J'ai suivi ça, j'ai essayé de voir quel est, en tout cas, le plateau influent au Mali qui en parle. Mais honnêtement, je vous parle sérieusement, c'est un non-événement au Mali parce que les Maliens attendent depuis longtemps le départ de la MINUSMA. C'est un non-événement en ce sens que les Maliens veulent plutôt attendre le départ de tous les contingents. Si c'était tous les contingents, on allait dire bravo. Et moi, personnellement, moi, à mon niveau, en tant que Malien, bien sûr, en tant qu'analyste politique, en tant que géopoliticien, moi, personnellement, je pense que ce départ était attendu, était visible. Vu tous ces bras de fer qu'il y a eu entre les autorités du Mali et les autorités, en tout cas, à la tête de la Côte d'Ivoire, les autorités mises en place par la France, je parle du clan, bien sûr, de M. Alassane Dramane Ouattara, vu le bras de fer qui est en cours, et le bras de fer qui est installé, à quoi il dit le bras de fer? Ce n'est pas Assimi Goïta qui se lève et va débarquer M. Ouattara, mais bien sûr, la France en difficulté a activé tous ses réseaux. Il y a la CEDEAO, il y a M. Ouattara qui a utilisé la CEDEAO pour essayer de déstabiliser le Mali. Et dans son vocal, il était clair qu'il voulait, en tout cas, avec l'ancien Premier ministre du Mali, il était convaincu que 2 semaines de sanctions allaient suffire pour orchestrer un soulèvement populaire au Mali et renverser le régime malien, comme ils l'ont tenté à plusieurs fois du côté de l'Iran et même du côté de la Syrie, et d'ailleurs un soulèvement déjà qu'ils ont tenté d'orchestrer en Libye pour justifier l'intervention de l'OTAN. Vu que ça n'a pas marché, qu'il a continué à envoyer des mercenaires et autres, et qu'ils ont été pris, la tâche est vive. Il a lancé des ultimatums plusieurs fois, les sans délai, ça n'a pas marché. Moi, je me demandais finalement, que fait le contingent de M. Alassane Ouattara au Mali? Et je ne trouvais pas d'explication à cela, sauf si c'était peut-être intervenu contre le Mali dans une crise post-électorale comme l'ONICI l'a fait, je ne sais pas, c'est quoi, l'ONICI l'a fait du côté de la Côte d'Ivoire, lors en tout cas, des 7 histoires qui sont orchestrées contre le président Laurent Gbagbo, parce que n'oubliez pas, c'est ce logiciel aussi qui est en vie. Donc moi, je ne comprenais pas pourquoi
Alassane Ouattara continuait de garder ses militaires au Mali. Cela n'avait plus d'explication. Le départ de l'Angleterre, c'est justifié. Chaque contingent qui part, bien sûr, cela a son mot à dire parce que l'Angleterre n'a plus sa part de marché dans le partage du gâteau du Mali. N'oubliez pas, c'est comme en Libye, avant la chute du colonel du guide Muammar Kadhafi, tout a été partagé. La part de Total, la part, je ne sais pas, de Shell, la part d'État, toutes les multinationales avaient déjà partagé le pétrole de la Libye. Au Mali, ils avaient déjà partagé les ressources du Nord. Et l'Angleterre avait bien sûr eu sa part. Mais la montée en puissance de l'armée malienne vient aujourd'hui perturber tout cela, vient tout déranger, vient tout casser. À quoi sert bon que les Anglais restent ici? Deuxième mission, ils pouvaient rester comme dans le cadre de d'autres opérations de l'ONU, c'est-à-dire contribuer à renverser le régime du Mali, et ainsi renseigner la position des FAMA aux terroristes. Mais là encore, le Mali les a bloqués. Là encore, ils ne parviennent pas à accomplir cette mission. L'Allemagne s'est plaint plusieurs fois. Dire que le Mali interdit en tout cas leur rotation bien et les survols tout. Donc là, ils sont en difficulté. Que font-ils finalement? C'est un Anglais ne va pas quitter là-bas, à l'autre côté de la Manche, venir se retrouver au Mali parce que les Maliens sont beaux, ou bien les Maliens sont vilains. Ils sont venus parce qu'ils ont des intérêts. Et s'ils ne trouvent pas ces intérêts, mais ils doivent repartir. C'est très logique, mais le cas de Ouattara aussi, comprenez que le contingent de M. Ouattara ne parvient plus à remplir la mission, en tout cas que la France l'avait confiée, et il vient de se retirer. Maintenant, ce qu'il faudrait craindre, est-ce que la France ne sera pas fâchée de M. Ouattara, parce que s'il doit voir, si la MINUSMA doit participer à certaines opérations contre le Mali, là Ouattara s'est déjà esquivé et Ouattara s'est déjà retiré. C'est un abandon de la France ou c'est peut-être en coulisses faire un geste de bonne volonté comme Ouattara s'était engagé à ne plus déstabiliser le Mali au prix de peut-être dans l'optique de pouvoir obtenir la libération de ces 46 mercenaires. Les temps à venir pourront nous dire beaucoup. Merci. Voilà, merci Général Diawara pour ces premières précisions. Jonathan Batengene, êtes-vous surpris par cette décision, cette annonce de la Côte d'Ivoire qui vient quand même, il faut bien le rappeler, après celle de la Grande-Bretagne. Avant elle, il y avait la France, l'Allemagne, le Danemark, entre autres pays qui se sont retirés ou qui ont annoncé leur retrait. Ça ne me surprend pas. Ça n'émeut aussi pas. Ça ne fait même pas... Ça ne crée pas une attention particulière. On en parle parce qu'ils en ont fait la rengaine. Depuis hier, c'est leurs médias mensonges qui reprennent cette diction et veulent faire croire qu'il s'agit d'un événement de nature à inverser la tendance sur le terrain. Exactement comme le départ non remarqué, mais surtout applaudi par les populations sur la pointe des pieds de la junte française. Aujourd'hui, les Ivoiriens qui sont les toutous, excusez, pas le peuple ivoirien, mais la junte ivoirienne, le gouvernement à la solde de la junte française, qui elle-même est acquise à la junte états-unienne. Ce gouvernement décide d'enlever ses soldats. Ce n'est que logique. Les pays inamicaux, de toutes les manières, désormais, ne sont pas les bienvenus sur les territoires des pays qui se libèrent. Les pays inamicaux doivent considérer que leur présence sur les territoires libres sont considérés comme une menace potentielle. Et c'est bien qu'ils aient commencé à intégrer cela dans leur logiciel d'analyse et qu'ils se défilent les uns après les autres au Mali. Il faut voir aussi là l'affirmation d'un leadership. Pourquoi? Parce que ça dénote de ce que les autorités maliennes ont très bien ficelé le processus de contrôle de l'action de la MINUSMA, au point où ça ressemble à leur niveau à un harcèlement des autorités maliennes qui, se méfiant de leur participation active à la déstabilisation du Mali, ont décidé d'établir un dispositif assez strict de contrôle des déplacements de la MINUSMA. Et la MINUSMA, dans ces conditions, sans qu'elle n'a plus la marge de manœuvre,
ce n'est plus le fil dans le beurre, comme ils avaient constaté dans d'autres missions de maintien de la paix. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire de 2002 à 2010, où ils se baladaient de San Pedro à Boaké, de Boaké à Abidjan, en toute liberté, et ils embarquaient dans leurs véhicules les dozos, rebelles, mercenaires, pour aller menacer la vie des militaires et des populations ivoiriennes. Les militaires du Mali les contrôlent, mais on a aussi remarqué que quand vous voyez à Ménaka et dans d'autres villes, les populations se mobilisent et chassent les forces de la MINUSMA. Dans un tel contexte, ça devient difficile d'œuvrer de manière obscure. Ça devient difficile d'apporter sa contribution à la déstabilisation. Quand les maîtres partent, les esclaves suivent. C'est ce qui se passe exactement au Mali. On assiste à une fuite en bande organisée de ceux-là même qui étaient les soutiens principaux des terroristes et qui menaçaient la vie de tous les Maliens. Oui. Les Ivoiriens confirment, le gouvernement ivoirien confirme son allégeance au bloc de l'OTAN, ce bloc criminel. La Côte d'Ivoire confirme là qu'elle n'est pas dans une politique qui vise à protéger l'Afrique et les Africains. Plutôt, elle est au service de l'axe du mal, de l'empire du mensonge, l'empire de la honte et l'empire du mal qui est incarné par le bloc de l'OTAN. Et cette Côte d'Ivoire se comporte comme si, sans ses maîtres, elle est incapable de produire une réflexion originale sur elle-même. Quand nous disons toujours la Côte d'Ivoire, nous le précisons, ce n'est pas le peuple ivoirien qui est digne, fier, fort, mais surtout qui en ce moment est en train de préparer les derniers jours du régime Ouattara. Et nous leur faisons confiance pour que cette révolution populaire atteigne le succès et soit à la hauteur des attentes de tous les panafricanistes, de tous les Africains. Donc c'est le régime Ouattara que nous indexons. Et c'est ce régime qui se montre irrédentiste dans ses logiques de déstabilisation. Ça ne nous surprend pas aussi, mais ça confirme le constat. On avait déjà vu ça lorsque Zelensky a envoyé ses émissaires en Afrique et que ces émissaires ont trouvé comme seul pays accueillant, capable de signer des accords. On se demande en quoi consistent ces accords. Comment un pays en guerre, incapable lui-même de se défendre, pourrait aider un pays qui lui n'est pas en guerre et qu'on présente comme étant la vitrine de l'économie en Afrique de l'Ouest. Comment va-t-il l'aider? Comment vont-ils coopérer? Côte d'Ivoire enverra-t-elle des soldats pour se battre aux côtés de Zelensky, ou bien Côte d'Ivoire fabrique-t-elle les armes pour appuyer Zelensky dans sa logique morbide et mortifère? On se pose bien des questions, mais le cinéma de cette union montrait bien que Zelensky était l'un des alliés de Ouattara et que les deux se retrouvent dans le même axe, l'axe de la mort. Ils sont tous producteurs de mort, que ce soit pour leur peuple ou pour les peuples voisins. Donc c'était un peu la confirmation de cette union-là. Et c'était aussi la confirmation de ce que M. Ouattara ne souhaite même pas se retrouver avec les Africains dans le même bloc. Oui. Il se considère comme un petit blanc, comme un petit Européen, comme un petit Français. On sait qu'il y a beaucoup d'Africains qui aiment à se vanter en disant « moi je suis un Français », mais c'est un peu une connerie, parce que nier sa propre personnalité au point d'avoir honte de ses origines et de déclamer des origines étrangères, c'est un peu comme perdre sa conscience et perdre la conscience de soi. Donc, M. Ouattara, c'est un blanc à la peau noire, c'est un caucasien d'Afrique, c'est une sorte d'intrus dans les pays africains, et puisqu'il se considère comme intrus, et que les Africains se rendent compte de plus en plus de l'intrusion, il ne doit pas être surpris
surpris que les Africains veuillent rétablir l'équilibre en s'entourant d'un dirigeant qui se sentira africain. Et donc le retrait des forces ivoiriennes pour vous, comme pour Issa, serait un non-événement? C'est un non-événement. Les FAMA, dignes soldats du Mali, sont en train de mener une opération de ratissage contre les terroristes. Vous avez vu la mobilisation au niveau des communautés touareg. Cette mobilisation sous la bannière de l'unité nationale est telle que on peut désormais dire que les jours des terroristes sont comptés sur le territoire du Mali. Donc, il n'y a pas à avoir cette démobilisation des Ivoiriens comme étant une source d'inquiétude particulière. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que on ne pouvait pas continuer avec les forces hostiles sur le territoire malien. Leur présence constituait une menace permanente pour les soldats maliens, mais aussi pour le peuple malien. Très bien. Donc, allons voir ce qu'en pense donc. Et vous allez voir que certainement beaucoup de populations vont exprimer leur joie dans les villes où ils étaient d'ailleurs considérés comme la menace à expulser. Voyons donc ce qu'en pensent nos téléspectateurs avant de retourner vers Issa Diawara, puisque Abou d'Angleterre est en stand-by depuis le début de l'émission. Cher Abou, bonsoir et merci d'être là. Vous avez la parole. Bonsoir, mon très cher frère Pachi Ladan. Je suis tellement content de vous revoir ce soir. En tout cas, sentez-vous béni, 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 béni. Et comme je ne cesserai jamais de le dire, vous êtes le meilleur journaliste du monde. Je salue tous vos invités de marque, le doyen Luc Michel, l'Africain, les deux jeunes brillantissimes, Diawara et le brillantissime des brillantissimes, l'espoir Batengele. Sentez-vous saluer beaucoup de déférence. Salut tous les techniciens et les services de sécurité de For You Media. Une fois que j'ai dit cela, Bachir, vous savez, en ce qui concerne la problématique de ce soir, nous, comme on le dit toujours, quand on doit juger ou jauger une entité, il faut toujours faire le bilan de cette entité-là dans son exercice. Donc, nous disons quoi? Nous disons que quand nous faisons le bilan de la présence de la MINUSMA et de la Côte d'Ivoire, et qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire décide de se retirer à la suite de la France, de la MINUSMA, nous disons souvent que vivement que le ridicule puisse tuer. Vous comprenez? Parce que nous disons que la présence même des mercenaires que Alassane Ouattara appelle militaires ivoiriens, que nous on ne reconnaît pas comme militaires ivoiriens, parce qu'on sait que les vrais militaires ivoiriens sont aujourd'hui soit à la MACA ou bien été démis de leur fonction sans être même indemnisés. Donc, nous disons que ces mercenaires-là, à la sorte de la France, au contraire, étaient un fragment des terroristes. C'est-à-dire qu'eux, ils faisaient partie de la menace globale contre le Mali. Donc, nous disons que leur départ, c'est une fuite en avant, parce qu'ils savent que bientôt, ils seront cueillis. Donc, ils anticipent. Sinon, en principe, là, on doit les enfermer, on ne doit pas les laisser sortir du territoire, ils doivent répondre de tous les crimes qu'ils ont commis depuis 9 ans sur le territoire qu'ils sont. Il faut qu'on fasse le bilan, c'est ce qu'on a dit. Pour jauger une entité, il faut faire le bilan. Donc, il faut qu'on fasse le bilan, on fasse l'audit. Nous, en comptabilité, on appelle ça l'audit. Donc, l'audit de tout ce qu'ils ont fait, il faut qu'ils nous disent les cartouches qu'ils ont utilisées, les armes qu'ils ont utilisées ça contre qui? Nous savons tous que c'est contre les Maliens ils ont utilisé. Depuis, ils faisaient partie de la menace, ils faisaient partie du problème. Donc, ils partent maintenant, nous disons que bon, mais nous, on ne veut pas qu'ils partent comme ça sans être jugés, sans être enfermés. En principe, on doit les enfermer ou bien les emmener sous terre. Parce que ce sont des mercenaires, ce pas des Ivoiriens. Tout ce que Alassane envoie au Mali, c'est les mercenaires pour tuer les Maliens. Donc, ce sont des terroristes qu'on doit abattre purement et simplement. Je vous remercie, c'était M. Abou depuis l'Angleterre. Bye bye from now, bye bye. Bye from now, M. Abou depuis l'Angleterre. Au téléphone, Gallo Seli, il est également là depuis quelques minutes déjà. Gallo Seli, bonsoir cher ami. Oui, bonsoir là-dedans. Bonsoir à vous nos invités, M. Batengele, le général Diawara, et bonsoir à tous les téléspectateurs de For You, ainsi qu'à tous ceux qui appellent pour animer le débat.
Monsieur Ladan, moi je regarde ces retraits des soldats ivoiriens d'un autre œil. Parce que je pense que ils étaient tous là-bas pour déstabiliser le Mali. Donc ça devait être peut-être une force d'élite qui avait accompagné M. Ouattara au pouvoir. Et moi je le dis comme ça en recoupant toutes les informations que nous avons sur la table, en écoutant vos informations tous les jours. Vous avez vu dernièrement que l'armée française a investi toute la Côte d'Ivoire. Donc peut-être que cette armée n'est pas suffisante pour couvrir la rafale qui va venir balayer M. Ouattara. Donc c'est pour ça qu'ils se sont dit, il faut plutôt rapatrier cette unité d'élite de mercenaires qui est à l'étranger pour venir protéger Ouattara. Pourquoi j'ai dit protéger Ouattara? Parce qu'il faut se souvenir que le président Laurent Gbagbo a un karma extrêmement puissant. Je le dis comme ça en vous rappelant que tous ceux qui avaient participé à la chute de M. Gbagbo, que ce soit des militaires, c'est-à-dire les Ouattao, les Soul Toussoul, les Guillaume Soro, les Oremi, les chefs des Dozo là, ils ont été tous balayés, tués ou en prison. Sur le plan international, les Choi, ils n'ont pas pu être élus. Même, comme on appelait Ban Ki-moon, il n'a pas pu être élu à l'ONU. Les Sarkozy ont été balayés. Le Compaoré, il est maintenant réfugié quelque part, je ne sais plus où c'est, en Côte d'Ivoire. Voilà, les Ben Souda, balayés. On a même tué son enfant aux États-Unis. Je me rappelle si l'information était vraie ou fausse. Bref, sur le plan politique, pareil. Les Bédiens sont reclus. Les Bakayoko, là, tout ça, ils n'ont pas pu, ils ne sont pas arrivés. Soro, il est en exil. Donc, sur le plan médiatique, le renversement de Laurent Gbagbo avait généré la création de Afrique Média et toutes ces chaînes panafricaines, dont la vôtre. Donc, c'est pour vous dire que le karma de cet homme est très puissant. Et quand on fait le bilan, le seul qui n'a pas encore payé les frais de cette opération macabre, c'est M. Ouattara. Et actuellement, là, la présence des Français avec le bateau tonnerre et tout ne vise qu'à une chose, c'est qu'il y a un souffle qui est en train de souffler qui est en train de s'abattre sur la Côte d'Ivoire pour terrasser Ouattara. Donc, ils espèrent qu'en faisant revenir cette unité d'élite qui terrorisait les Maliens, ça va suffire pour contenir la révolte ivoirienne. Voilà ce que je pensais par rapport à ce sujet. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, mon cher Gallo Célie. Revenez quand vous voulez. Je sais que vous avez souvent cette habitude de suivre et de vouloir réagir. C'est une émission interactive. Vous revenez quand vous voulez. Nous repartons vers le général Issa Diawara. Général Diawara, on a écouté nos téléspectateurs et bien sûr votre co-panéliste. Alors, c'est comme s'il y a quelqu'un au bout du fil, mais dit-on. Ah, Madame Kwasi Alice, oui, d'accord, c'est vrai que je l'ai vu tout à l'heure en ligne. Alors, prenons-la avant de retourner vers Issa Diawara. Alice Kwasi, bonsoir. Ok, bonsoir Bachir. Merci, bonsoir. Je vous écoutais et j'ai vu que vous ne savez pas que j'étais au bout du film. Voilà. Alors, c'est pas grave, bonsoir à vous. Bonsoir. Et bonsoir mon frère Diawara. Je vais faire un coup de gueule déjà pour le Mali parce que... dites à notre frère Diawara que est-ce que vers Raïda, les déchets de poubelle qui sont vers l'artisanat, est-ce qu'il n'y a pas de maire dans ce secteur-là pour dégager ces lots de poubelle parce que c'est pas possible. Ce n'est pas possible en pleine ville. Et quand on voit ça, c'est pas la peine. On peut pas s'imaginer qu'on est au Mali, quoi. Parce que nous, on a fait le Mali, on connaît bien comment ça se passe, mais là, Issa Diawara, il va falloir que maintenant, trop c'est trop. Parce que c'est pas bon. C'est pas bon pour l'image du centre-ville. Bon, on passe sur ce trait. Alors, je vais compléter les dires de mon frère qui vient de partir. Le problème, c'est que le karma dont il a parlé, mais la France paye le prix aujourd'hui. La France aussi paye le prix, parce que c'est pas la France qui est épargnée. À l'époque, avant même le renversement du président Laurent Gbagbo et du président Kadhafi, la France, c'est vrai qu'elle avait ses problèmes, mais ça allait un peu mieux. Mais depuis qu'ils ont mis leur histoire, ils ont chassé le président Laurent Gbagbo pour installer cet homme. Aujourd'hui, la France est dans tous les problèmes du monde. La France est dans tous les problèmes. Depuis que la France de Sarkozy a soutenu Alassane Dramane Ouattara, mais la France est vomie partout dans le monde. Leur parole même n'est plus crédible. Donc, c'est ce même karma qui agit aussi sur eux. Parce que ce n'est pas possible. Maintenant, je reviens sur
les militaires de l'aménagement de Côte d'Ivoire, ben, pourquoi Ouattara attend en juillet ou en août, je ne sais pas si c'est à cette date qu'il veut les retirer, mais nous, on aimerait bien qu'il les retire demain matin. La Côte d'Ivoire n'est pas loin du Mali. La Côte d'Ivoire n'est pas loin du Mali. Donc, pourquoi attendre 2023? Il veut les retirer du Mali, mais qu'il les récupère demain matin et puis on n'en parle plus. Parce que qu'est-ce que ceux-là, ils apportent aux Maliens? Ce sont les Maliens eux-mêmes, les femmes qui défendent leur pays. L'aménagement, là, qu'est-ce qu'ils font? Et puis, ils coûtent très cher. On demande au président de Côte d'Ivoire, soi-disant président, de les prendre demain matin puis de les ramener en Côte d'Ivoire pour protéger son pouvoir. Parce que l'armée est là pour protéger le peuple. L'armée n'est pas là pour protéger un président. Quand on dit l'armée d'un pays, c'est pour protéger la population et protéger le peuple. Comment on appelle ça? Les institutions, les lois et les affaires du peuple. Mais lui, ces militaires protègent que lui seul. Et les militaires tirent sur le peuple ivoirien. Alors, qu'il aille les chercher, qu'il nous foute la paix avec ces armées mercenaires-là. Hein? Maintenant, le second problème, c'est que ils veulent organiser une élection en Côte d'Ivoire et lui seul, celui qui est au pouvoir, lui seul, il a plus de 10 membres à la CEI et l'opposition en a 3. C'est quoi cette histoire-là? Et comment voulez-vous qu'on gagne les élections avec ceux qui sont au pouvoir là? La CEI les appartient, le Conseil constitutionnel les appartient, l'Assemblée nationale les appartient. C'est comme dans ce pays, il n'y a pas d'opposant. Il n'y a pas une opposition qui peut même gagner une élection. Pourtant, il n'est même pas aimé, il n'y a pas un Ivoirien qui peut le voter, mais il a mis sa main sur toutes les institutions. Et comment on fait? Comment il faut gagner l'élection? Ce sont des violeurs et on va les combattre. Bonne soirée. Voilà, merci à Madame Alice Kouassi pour la contribution. Issa Diawara, je vais me retourner donc vers vous après avoir écouté nos co-panélistes qui sont au téléphone. Je crois que c'est mieux comme ça avec eux. Issa Diawara, après la France, le Danemark, la Grande-Bretagne, la Suède, etc., etc., est-ce que le Mali pourrait faire face au terrorisme tout seul? Ok, merci. D'abord, le Mali n'est pas seul dans sa lutte contre le terrorisme. Le Mali a ses alliés. Oui. Maintenant, vous savez, quand la MINUSMA ou autre intervenait, ce n'était pas Assimi Goïta qui était le président du Mali. Il faut vraiment qu'on mette les choses dans leur contexte. C'était les Diokounda Traoré, les IBK, c'était eux à la tête du Mali. Diokounda Traoré, ensuite IBK. Donc, on avait uniquement des présidents pro-jeunes françaises à la tête du Mali. Aujourd'hui, vous avez un autre président à la tête du Mali qui est beaucoup plus un partenaire clé de la Russie. Donc, évidemment, la MINUSMA doit prendre une autre coloration. Il faut même voir dans ça une incapacité de la MINUSMA d'effectuer certaines opérations, même si elle voulait, même si elle pouvait. Et je sais que ce n'est pas le cas parce que aujourd'hui, quand la MINUSMA intervenait, les militaires burkinabés, par exemple, sous Blaise Compaoré, n'ont plus dorénavant la même identité que les militaires burkinabés sous le président capitaine Ibrahim Traoré. Ça, c'est très important à souligner. Maintenant, qu'est-ce que ces militaires burkinabés du contingent de la MINUSMA, quel peut être leur rapport avec les militaires ivoiriens au sein de la MINUSMA? Est-ce que ces deux peuvent patrouiller ensemble? Est-ce que ces deux peuvent effectuer une opération ensemble? La réponse, je pense que c'est non. Donc, nous nous retrouvons de plus en plus avec des contingents qui ne peuvent même plus cohabiter les uns à côté des autres. Tant vous avez des contingents qui sont du côté du Mali, de l'Afrique, et même qui ont des bons termes avec la Russie, opposés à des contingents, mais bien sûr comme le cas des hommes de M. Alassane Ouattara, qui bien sûr roulent d'une manière ou d'une autre pour les intérêts de la France. Et n'oubliez pas que le Mali n'est pas demandeur de la MINUSMA. La MINUSMA, c'est la France qui l'a amené dans ses valises. Donc, si la France, Barkhane même, est expulsée du Mali, il est évident que la MINUSMA soit expulsée. Moi, je pense que la MINUSMA ne devait même pas attendre qu'elle soit expulsée. Elle devait tout simplement suivre sa maîtresse. Et la patronne, c'est-à-dire c'est la France qui l'a amenée ici. Ce ne sont pas les autorités du Mali. Je ne comprends pas comment la France part et puis la MINUSMA reste. Ça n'a pas de sens. Maintenant,
si c'est un moyen de pression ou encore livrer les Maliens seuls face aux terroristes, est-ce que l'aménagement combat les terroristes au Mali? La réponse est non. Je suis Malien vivant au Mali qui suit cette question de très près. L'aménagement ne combat pas les terroristes. Il n'y a pas un seul camp de terroristes qui a été une seule fois attaqué ici au Mali par des hommes de l'aménagement. Ça n'existe pas. Un seul camp militaire, c'est pourquoi l'appelant qui a parlé, bien sûr, de faire un audit, il a très bien parlé. L'aménagement a utilisé ses munitions contre qui? L'aménagement ne s'est jamais attaqué à une position terroriste au Mali. Ça n'a jamais existé. Et d'ailleurs, l'aménagement dit être là pour protéger les civils. Mais il y a eu tellement de massacres des civils en présence de l'aménagement sans qu'il ne bouge une seule fois. Je ne connais pas un seul village qui a été protégé par l'aménagement parce que, en tout cas, les terroristes étaient en train de massacrer des civils, voire en train de commettre un génocide. Je n'ai jamais vu ça. Ensuite, l'aménagement, j'ai un très mauvais souvenir de l'aménagement. Jonathan a parlé de l'appel de mobilisation de nos frères lancé par le général Gamou, qui est général de l'armée malienne, à l'endroit de nos frères Touareg et autres, pour libérer en tout cas quelques localités du nord Mali. Mais les hommes de Gamou, notamment Gatia, ça veut dire groupe d'autodéfense des Touareg, Imgad et alliés. J'ai dit les Touareg, il y a les Ivogas, il y a les Imgad. Il y a certains Ivocas, pas tous, qui sont manipulés par la France. Mais la majorité, il y a d'autres Ivocas et il y a les Imgad. Surtout les Imgad là ne veulent pas être manipulés par la France. Ce sont eux qu'on dit qui sont pro-Mali, pro-unité nationale. Mais les Imgad là, les Touareg Imgad, ils ont voulu prendre Kidal en 2014-2015. C'est l'aménagement qui a tracé un cordon de sécurité de 20 km tout autour de la ville de Kidal pour protéger les terroristes qui étaient au sein de la ville de Kidal. Ça aussi, c'est une histoire, on ne peut pas falsifier. Voici un peu les mauvais souvenirs que j'ai de l'aménagement. Autre mauvais souvenir, ils n'ont pas apporté assistance à des villages qui étaient en train d'être brûlés, des bébés au dos de leur maman. Donc, autre truc, les récoltes brûlées, l'aménagement n'a jamais bougé. On se demande, l'aménagement fait quoi au Mali en fait? C'est quoi même la raison d'être de l'aménagement au Mali? Ensuite, moi je vais dire, vous savez, prenez cette histoire de NSC, cette histoire de 46 mercenaires de Ouattara. C'est très important. C'est très important. Ça montre que l'aménagement, c'est du mercenariat. Parce que les NSC là, les éléments nationaux de soutien, peuvent venir au nom d'un État sans, en tout cas, être des troupes de l'aménagement. Et pour encore le cas de Ouattara, ils ne sont pas de la NSC. NSC, c'est des militaires qui viennent assurer la logistique. C'est des militaires qui étaient, c'est comme des vigiles, selon l'explication du clan Ouattara, qui travaillent pour SAS. SAS, c'est la compagnie d'aviation. C'est comme Bachir, vous avez une compagnie d'aviation, vous dites, ok, puisque l'aménagement au Mali, si vous voulez voyager à la Kidal Gao, il faut louer mon avion. Et cette compagnie d'aviation appartient aux frères de Macky Sall. Et Ouattara va envoyer des militaires de la Côte d'Ivoire comme des vigiles de cette société. Et ils vont profiter de cette mission pour mener des opérations commando contre le Mali. D'où leur rôle de mercenaires. Ils pouvaient, quand Kati était attaqué, selon les informations, ils devaient s'attaquer à l'aéroport de Bamako. Ils allaient prendre Bamako et permettre l'atterrissage rapide des renforts qui allaient venir, en tout cas de beaucoup de pays de la CEDEAO. Donc, entre autres, l'aménagement ne fait pas bonne image. Et ensuite, moi, je dis, Ouattara dit, il a donné des gages à la France, il dit qu'il peut les redéployer au secrétaire général de l'ONU, parce que c'est la même famille, que ces militaires-là peuvent être redéployés sur d'autres théâtres d'opération. Dans ce cas, moi, j'attends, effectivement, moi, j'attends impatiemment que ces militaires soient redéployés au niveau de l'Ukraine, chez Zelensky là-bas. S'ils sont redéployés là-bas, tant mieux. Jonathan en a parlé. Il dit d'ailleurs, c'est Ouattara qui a bien accueilli Zelensky, mais qu'il amène ces militaires maintenant chez Zelensky. Zelensky a besoin de militaires. Il y a beaucoup qui tombent là-bas. Chaque jour, c'est des centaines. Donc, il peut les amener, avant-hier, c'était plus de 1000. Donc, il peut les amener là-bas. Vraiment, le Mali, ils ne se battent pas ici. Même les quelques militaires du clan Ouattara qui sont tombés ici, que leur âme repose en paix. La mort, c'est la mort. Mais ils ne sont pas morts en combattant les terroristes. Ils sont morts en sautant sur ce qu'on appelle des engins explosifs improvisés. Donc, ce n'est pas en combattant des terroristes. J'ai dit, la MINUSMA n'a jamais combattu les terroristes au Mali. Et d'ailleurs, le Mali a bien fait de cantonner les hommes de la MINUSMA.
Parce que depuis qu'ils sont cantonnés, je vois qu'en réalité, ils sont... C'est pourquoi l'Angleterre est partie, l'Allemagne se plaint, parce qu'ils sont cantonnés en fait. Ils ne parviennent plus à bouger. Donc leur principale mission qui vise à espionner le Mali, à faire le renseignement à lieu et place de la force Barkhane ou bien du G5 Sahel, cette mission aussi, on ne parvient pas à l'effectuer. Maintenant, il y a un appelant qui a dit quelque chose qui est très important et qui a retenu aussi mon attention. Ça peut être par rapport aussi à la réalité ivoirienne même là-bas. N'oubliez pas que le 25 novembre, ça fait paniquer. Parce qu'on a vu les déploiements des militaires français. D'aucuns avaient dit, c'est pas pour attaquer le Mali et autres. J'ai dit, c'est une probabilité, mais la chance est très infime. C'est-à-dire, c'est très limité. La grande probabilité, c'est qu'il se passe quelque chose. Les renseignements français ont détecté des choses au niveau de la Côte d'Ivoire. Et je crois que ce déploiement, c'est essayer d'intimider, c'est à mesure dissuasive. Et bien sûr, il y a quelque chose qui se prépare là-bas. En tout cas, ils ont écho de quelque chose. Doivent-ils être en mesure de déjouer cela? Je ne sais pas. Mais maintenant, faire venir ces militaires, dire que c'est des troupes de lutte qui peuvent sauver le régime Ouattara, moi je vois l'inverse. N'oubliez pas que Damimba était ici au niveau de la MINUSMA et je crois même le capitaine Ibrahim Traoré aurait collaboré dans ce sens. Il faut beaucoup faire attention. Les officiers qui ont saisi... Voilà la ligne qui est un tout petit peu plantée avec Issa Diawara du côté de Kati. On y retournera tout à l'heure. Laissons le standard ouvert, s'il vous plaît. Laissons le... Voilà, Diawara, oui, vous poursuivez. Allez-y. Je disais que les officiers qui ont collaboré, les officiers de la MINUSMA, faites beaucoup attention, beaucoup ont collaboré avec les officiers du Mali. Et ils sont plus de 800 militaires à leur retour. Je ne crois pas que c'est en faveur de M. Ouattara. Il faut qu'il fasse beaucoup attention. Je ne pense pas qu'il aura ce manque de confiance. Et quand il veut essayer de désarmer plus de 800 hommes, ajouter déjà à l'armée de la Côte d'Ivoire qui est désarmée, je pense qu'il y a des choses qui risquent de se passer. Il a amené le 800 pour renforcer le contingent français, mais je ne crois pas que cela soit à sa faveur, parce que ces militaires-là ont longtemps collaboré avec les officiers du Mali. Je vous remercie. Général, eh bien, je me retourne vers vous, Jonathan Matengeli. Je voudrais qu'on pousse un tout petit peu la réflexion. Le délai de départ des troupes ivoiriennes, c'est-à-dire au 2023, est-ce que ça ne laisse pas sous-entendre quand même que des choses pourraient se passer d'ici à là? Est-ce que ce n'est pas comme une sorte d'ultimatum à peine voilé? Non, ce n'est pas un ultimatum. C'est pas un ultimatum. C'est une volonté de créer une communication dissonante sur le Mali. On est dans une période où les forces armées maliennes engrangent des succès. Alors, est-ce que le fait que ce départ se fasse au moment où arrive quand même du côté de la Côte d'Ivoire des Français, il y a le bâtiment, l'énorme navire dont on parlait vous et moi il y a quelques jours, la frégate voilà, de Team Mistral. Oui. Et puis cette opération quand même de formation, des missions conjointes qui se passent entre les armées ivoiriennes et françaises, est-ce que cela ne devrait pas susciter quand même l'inquiétude du côté de Bamako? Il n'y a pas d'inquiétude à avoir du côté de Bamako. Est-ce que ce n'est pas un rappel des troupes pour mieux se préparer? Dans l'hypothèse que vous mobilisez, Bachir, il y a la présence russe. Oui. La présence russe à du Bamako. Côté de Koulouba, bien sûr, du côté de Bamako. La Russie n'a pas encore montré les muscles dans le monde. Du tout. Voilà. Donc la Russie a encore beaucoup de gadgets dans son arsenal. Ils ne cachent pas leur capacité d'effacer la France, l'Allemagne et l'Angleterre en moins de 2 heures de combat. Ils le disent et le répètent. Et quand vous voyez les salves de missiles sur l'Ukraine, c'est un message subliminal qu'ils passent à tous ces autres-là en disant « Nous sommes capables du pire. Souvenez-vous-en. » Vous avez vu depuis un jour, il y a ce missile, les Polonais disent c'est un missile russe. Tout ça.
En tout cas, tout le bloc occidental maintenant parle avec beaucoup de pincettes, avec beaucoup de pincettes aujourd'hui. On n'accuse plus la Russie directement. On va se réunir pour accuser, pour frapper les Russes. Mais vous voyez que personne n'est décidé dans cette entreprise parce que là, ils savent qu'il y va de la survie de leur peuple. Donc, le regroupement en Côte d'Ivoire a plus à voir avec des données ivoiro-ivoiriennes. Oui. Il y a une menace, certes. On pourrait y voir l'appui dissimulé aux terroristes. C'est-à-dire, peut-être ces soldats peuvent passer des cargaisons d'armes aux terroristes. On sait que des terroristes, par notre frère Baba Nicolo, parlant la langue anglaise, ont été requinqués ces derniers temps. Et certainement ceux-là qui vont rentrer dans les hostilités bientôt. Mais ce n'est pas pour ça que les forces ivoiriennes partent. C'est parce que les forces de l'OTAN ont constaté que la population, souvenez-vous de la chute du Faucon Noir à Mogadiscio. Les soldats états-uniens ne partent pas de Mogadiscio parce que les combattants sur le terrain sont plus forts que les États-Unis. Oui. Mais c'est parce que ces combattants ont le peuple avec eux. Et cette conjonction du peuple et de l'armée fait que ils deviennent difficilement battables. Oui. Dans les États-Unis, les Anglais, les Français et tous les autres sont conscients qu'aujourd'hui, il y a une osmose entre le peuple malien et les Fama. Et que cette osmose a créé une barrière de sécurité pour le Mali, laquelle barrière se déploie à la fois contre les terroristes et les sponsors des terroristes. Donc du coup, les sponsors des terroristes sont dans un environnement hostile. Vous allez voir, ils disent que, par exemple, les Danois, qui ne peuvent pas travailler dans un environnement où de plus en plus la vie de leurs soldats est exposée parce qu'il y a des comportements de la population. C'est un indicateur fort qui montre qu'ils travaillent dans un environnement hostile. Regardez les manifestations à Ménaka, un peu partout. Chaque fois vous avez une vidéo, vous voyez les jeunes Maliens avec des bâtons, avec des cailloux, avec des marmites, avec des couvercles, des plats, des babouches qu'ils jettent aux soldats de la MINUSMA, au convoi de la MINUSMA, en leur disant « quittez notre quartier, quittez notre quartier ». Ces images ne sont pas pour amuser la galerie. Ces images reflètent l'environnement dans lequel ces gens opèrent désormais au Mali. Ils ne sont plus la bienvenue. Leur plan caché a été éventré. Et l'affaire des 46 mercenaires, des 50 mercenaires ivoiriens, n'est pas venue pour arranger la chose. Donc, tous ces individus-là sont désormais dans une zone hautement à risque pour leur propre sécurité. Leur départ n'est pas un départ programmé. Ce n'est pas un départ volontaire. C'est un départ qui est le fruit de la pression populaire et de l'ensemble des mécanismes que le gouvernement malien a mis pour durcir l'exercice de leurs fonctions au sein du Mali. Ils sont en train de fuir, Bachir. Comme Barkhane, la MINUSMA est en train de fuir. Pour une fois, ils se rendent compte qu'il y a quand même garçons. Il y a garçons, ils étaient allés se balader dans plusieurs pays, ils ont créé les désordres, mais là, il y a garçons. Et ce garçon, ce n'est pas seulement le président Assimi Goïta, ce garçon, c'est aussi le peuple malien. Et puis, il y a cette communication qu'ils n'ont pas pu déconstruire, la communication panafricaniste, qui est restée proactive, qui anticipe, qui décrypte les éléments qui sont jetés
dans la nature ou bien dans l'opinion. Et qui permettent à cette population de rester alerte. Mine de rien, le continent africain dispose aujourd'hui d'une barrière stratégique qui lui permet de mieux gérer les offensives impérialistes sur nos territoires. Et la MINUSMA qui se retire, c'est la conjonction de tous ces facteurs. Cette MINUSMA est aux abois. Cette MINUSMA sait qu'elle a échoué. Ça aurait pu être la même situation en RDC. N'eût été la guerre violente qui oppose actuellement les FARDC et les M23. Mais ça doit être la situation observée partout où il y a les missions de maintien de la paix en Afrique. Il faut que les populations parviennent à cette pression populaire, conjuguée avec l'action diplomatique et l'action sécuritaire de l'État dans le durcissement de ces missions. Non pas le durcissement en termes d'octroyer plus de privilèges, mais le durcissement en termes de contrôler davantage ceux qui prétendent venir apporter la paix. C'est tout ça qui fera que les missions de maintien de la paix ne vont plus s'éterniser en Afrique. Parce que nous serons capables de les contrôler et de leur dire quand ça ne va pas, vraiment, rentrez chez vous, laissez-nous résoudre le problème. Nous croyons que cette solution peut être importée au Centrafrique. Les contingents hostiles doivent se retrouver dans les mêmes conditions qu'au Mali. Et l'exemple malien doit servir au peuple centrafricain qui ne doit pas hésiter à montrer son mécontentement chaque fois qu'il constate qu'il y a une collaboration entre les forces de la MINUSCA et les terroristes, les mercenaires de la France-Afrique. Ils doivent dénoncer, mais surtout exercer cette pression sur la MINUSCA pour que l'on parvienne au même résultat qu'au Mali. Le Mali est devenu l'exemple exemplaire que nous avons toujours convoqué, que les Occidentaux ont redouté et qui, malgré tout, s'est imposé. Le Mali est devenu le modèle de gestion des missions de maintien de la paix en contexte africain, notamment dans la lutte pour la souveraineté de l'État malien. Merci Jonathan Batengine. Retournons vers Issa Diawara. Général Diawara, des confrères maliens estiment que, bon, il est vrai que la question de la défense, de la sécurité et de l'intégrité du Mali, c'est l'affaire des Maliens eux-mêmes, mais ces confrères estiment qu'en travaillant à faire le vide autour d'elles, les autorités maliennes compliquent un peu plus une situation qui n'est déjà pas bien réduisante et affirment au-delà que l'armée malienne ne serait pas à mesure de combler le vide laissé par ses différents partenaires. Comment est-ce que vous analysez cela? Tu dis les vides laissés par les différents partenaires, c'est ça? Oui, exactement, c'est-à-dire la France, la Grande-Bretagne, le Danemark, la Côte d'Ivoire, entre autres. Vous savez, la libération de l'Afrique n'est pas facile. Oui. Quand nous prenons des ennemis, nos ennemis comme nos partenaires ou nos amis ou bien des frères, c'est là toute la difficulté. Est-ce la MINUSMA est partenaire du Mali? À quoi la MINUSMA est partenaire du Mali? Je veux qu'on essaie de me convaincre dessus. Oui. Partenaire, c'est celui qui t'aide quand tu es dans les besoins. À chaque fois que le Mali était acculé, le Mali n'a pas les moyens, assiégé par les terroristes. À l'époque, quand les terroristes s'attaquaient au camp militaire du Mali, je ne connais pas un seul camp militaire ou un seul poste où la MINUSMA a intervenu pour au moins sauver la vie de quelques militaires maliens. C'est quel partenariat dont on parle? Le partenariat du temps d'Ibeka là, où ton meilleur ennemi est ton meilleur partenaire. Vous êtes dans ce qu'on appelle la semblacratie, faire semblant. Chacun de vous essaie de tromper l'autre. Grande-Bretagne, partenaire en quoi? Ils nous ont vendu quel avion de combat, quel hélicoptère. Ils défendaient, les militaires anglais défendaient quelle localité du Mali et que leur retrait va créer un vide. Comme si réellement mon frère, si c'est un Malien comme moi, oui. S'il habite au Mali comme moi, s'il connaît. Je veux savoir la localité du Mali qui était défendue par les Anglais face à une avancée des terroristes et qu'en réalité, l'abandon de cette position doit créer un vide.
On parle d'un ville si tu occupes quelque chose. Oui. Il y a quelle localité? Je ne connais pas une ligne de défense, en tout cas occupée par les militaires de l'aménagement. Je n'en connais pas. L'aménagement même dit, les officiers de l'aménagement ont dit, c'est pas moi, ça vient pas de moi, qui sont pas là pour se substituer aux Maliens, qui sont pas là pour s'ingérer dans un conflit entre Maliens, qui sont pas là pour combattre le terrorisme. Et d'ailleurs, ils n'en ont ni l'effectif, les troupes dont ils disposent n'ont ni l'information, ils n'ont ni les équipements d'assistance, et que la lutte contre le terrorisme, c'est une lutte qui revient droit au peuple malien. Donc quand on parle de l'aménagement dans ce cadre, moi je ne comprends même pas. Ils sont partenaires des terroristes qu'ils sont en train de protéger. Et regardez les rapports rédigés par l'aménagement. Quels sont les rapports qui incriminent les autorités du Mali? Qui rédige? Ce sont les Maliens. Mais c'est l'aménagement. Mais comment un Malien peut traiter l'aménagement comme partenaire? Yeah. Et ce matin, je me suis posé cette question. J'ai cherché cette expression. Mais on appelle ça comment? Syndrome de Stockholm, quelque chose comme ça. Oui, le fait qu'une victime, oui, soit amoureuse, soit une victime soit amoureuse en tout cas de son bourreau. Oui. De son bourreau. Oui. En réalité, c'est ce qui se passe. L'aménagement est venu, tellement la France nous a mis dans la pauvreté. L'aménagement va créer quelques emplois, des gens ont des salaires de 300 000, 400 000, 500 000 francs CFA, 600 000, je ne sais pas, 1 million. Avec cela, ils se disent au moins nous nous portons bien dans ces conditions et que maintenant l'aménagement est une bonne chose. L'aménagement est partenaire du Mali, ou parce que moi j'ai un frère qui travaille au sein de l'aménagement, je vais essayer de blanchir l'aménagement. Mais le Montesquieu là, que les Français même aiment glorifier là-bas, qu'est-ce qu'il avait dit? Montesquieu a dit au XVIIIe siècle que l'intérêt particulier doit se trouver dans l'intérêt général. Que vouloir s'en séparer, c'est vouloir s'y perdre. Toi, ton intérêt, d'accord, mais quel est l'intérêt du pays? L'intérêt de ta famille, mais quel est l'intérêt du pays? Quel est l'intérêt des autres familles? Et il est temps de comprendre en Afrique. Les Occidentaux peut-être commettent cette même erreur. Que nul n'a un avenir dans un pays qui lui-même n'a pas d'avenir. Tu n'auras pas un avenir dans une ville qui n'a pas d'avenir. Monsieur Bachir, tu as beau entretenir ton enfant, tu formes bien ton enfant, tu lui donnes la meilleure éducation. Si tu te dis, tu t'en fous de l'éducation des autres enfants de ta vie, un beau jour, celui qui n'a pas éduqué son enfant, son fils va tout simplement, en tout cas, ôter la vie à ton enfant, malgré l'éducation que tu as infligée à ton enfant. Ton enfant ne sera jamais en sécurité. Donc il faut comprendre que toi, ton intérêt particulier, ça se trouve dans l'intérêt général. L'aménagement n'est pas partenaire du Mali. Parce qu'être partenaire, ce qu'on appelle partenaire, moi je vais savoir qu'est-ce que ces gens l'ont apporté au Mali. Il s'agit sur le plan sécuritaire. Je dis, je veux connaître un seul village attaqué par les touristes que l'aménagement a sauvé, ou bien la Grande-Bretagne a sauvé. Bien au contraire, quand le Mali était attaqué, qu'on sollicitait l'aménagement, ces gens-là disaient quoi chaque fois? Que les couloirs aériens sont occupés, ou bien les conditions météorologiques ne sont pas bonnes. Au même moment, la France nous privait d'aller acheter des avions pour nous protéger. Voici c'est à quoi l'aménagement s'est livré. Est-ce qu'on appelle ça partenaire? Au même moment, qui est partenaire? C'est l'aménagement qui a rédigé de faux rapports contre le Mali pour imposer des sanctions, demander des sanctions contre le Mali. C'est l'aménagement qui est partenaire au niveau de l'ONU. Il faut qu'on soigne ce syndrome-là. Je pense en Afrique, beaucoup de bourreaux. J'ai vu même le microbe de Ouattara. Des gens que la France-Afrique a transformés en pauvres. Ils sont devenus si pauvres. Et de sorte que quand ils crient derrière Ouattara, ils ont un morceau de pain, ou bien ils ont un peu d'eau. Ils se font appeler les microbes de Ouattara. Et les microbes, au nom des morceaux de pain, ils sont prêts à aller ôter de vie à des gens. Voici, ils sont tombés amoureux de leur bourreau. C'est un peu ce qui se passe en Afrique. Et je crois que ces Africains ont besoin de traitement de choc. Et je pense dorénavant, c'est ce que nous sommes en train d'essayer. Il faut avoir des mots durs contre eux, parce qu'il faut vraiment un lavage de cerveau à nouveau. Ils sont vraiment contaminés et nous allons essayer de les soigner. Et je crois que le panafricanisme, c'est le bon traitement. Je vous remercie. Général Diawara Issa, Jonathan Batengene, est-ce que ces retraits multiples pourraient signifier le début de la fin de l'aménagement au Mali? C'est une fin technique, même si elle n'est pas officielle. Techniquement, c'est la mort de l'aménagement, parce qu'on va se retrouver avec quoi? Avec une force suffisamment effritée et dont les contingents qui vont désormais constituer le gros de l'effectif n'auront plus l'appui
nécessaire que ce soit au niveau institutionnel, parce que au niveau des Nations Unies, on aura maintenant un soutien factice. Le monsieur Delacroix, ce fonctionnaire de la jeune française va dire, bon, il y a quand même un truc là-bas. On ne sait jamais, on peut utiliser encore ça quand ça va, si les choses se relâchent. Bon, on leur donne un budget. Mais on ne va plus voir des augmentations budgétaires, on ne va plus voir. Donc techniquement, c'est un affaiblissement de la MINUSMA. Et ça pourrait augurer dans les années à venir, ou bien dans les mois à venir, la fin de cette mission. Tout ceci dépend de la manière dont le gouvernement malien va gérer l'année 2023. Parce que la montée en puissance du dispositif sécuritaire et l'imminence de la fin de la transition vont beaucoup influencer la pérennisation ou la mise à mort de la MINUSMA. Donc, il faut que les autorités maliennes continuent dans la lancée où elles sont actuellement. Ça doit être l'offensive tous azimuts, comme ça se passe contre les différents groupes armés terroristes. Ça doit continuer avec des campagnes sociales pour ramener les populations dans le combat. Ça doit continuer par la récupération des acteurs qui peuvent influencer les populations. Par exemple, il a parlé des groupes, le général Diawara a parlé des groupes chez les Touaregs, les Inga et les autres. Il faut trouver des moyens de déradicaliser beaucoup d'Inga. Et c'est pourquoi il faut intégrer davantage ces militaires Inga qui sont pro-unionistes dans le dispositif qui continue de se déployer là-bas. Dans la même lancée, est-ce que ces retraits pourraient aussi consolider, renforcer, j'allais dire, le Mali dans sa recherche, cette fois-ci, de partenaires bilatéraux, comme on a vu, puisqu'il y a quand même ce rapprochement qui s'est effectué avec le Burkina Faso, il y a quelques mois, c'était avec la Guinée-Conakry, voire même ailleurs. Avec le Burundi, avec l'Ouganda. Oui, ça doit être multiplié. Et c'est aussi de bonne loi parce que c'est de bon augure parce que ça va permettre au Mali de déployer sa politique sécuritaire sans avoir des contraintes internes avec lesquelles... C'est une démarche qui a quand même fait ses preuves en République centrafricaine, tout à côté de nous. Tout à fait. Donc, il faut que le Mali mise sur les partenariats sécuritaires bilatéraux. Burundi, ils ont l'expérience de guerre. Les Ougandais qui travaillent déjà dans la coopération avec le renseignement. Les Camerounais qui peuvent travailler dans la coopération avec la traque des unités terroristes dans les zones sahéliennes. Ils ont aussi cette expérience. Donc, multiplier ces partenariats bilatéraux avec des pays amis et consolider cette coalition avec le temps jusqu'à ce que l'État malien puisse couvrir l'ensemble de son territoire. Ça doit aller avec le renforcement de l'État malien. Nous pensons que c'est une opportunité qui s'offre à l'État malien de pouvoir enfin déployer sa politique sécuritaire sans subir les contraintes internationales comme celle qu'elle a vécue avec la présence de la MINUSMA, qui était devenue une force d'occupation et une force de déstabilisation qui menaçait même l'équilibre que les forces armées maliennes essayaient de retrouver. Avec les forces de la MINUSMA, et le général Diawara l'a bien montré, ont facilité la radicalisation et la création de nouveaux fronts en zone Touareg. Donc, avec ces forces-là qui se retirent, avec ces acteurs qui sont tout à fait hostiles à ce que réalise actuellement l'État malien, c'est une opportunité pour l'État malien de se déployer alors là
de manière grandeur nature et dans toute sa splendeur. Merci Jonathan Batengene, un grand merci à Issa Diawara, le général qui était avec nous, que nous pourrons d'ailleurs retrouver dans les prochaines éditions. Un grand merci à tous ces téléspectateurs, ils étaient nombreux, je l'ai dit, Laurine Bukoko, Kabore Claude, Patrick Koum, Karine Kwame, entre autres, hein, vous étiez très nombreux vraiment à nous suivre ce jour encore. Merci pour la fidélité. Je vous retrouve demain à la même heure pour le même programme, Inch'Allah.